Nous allons maintenant avoir une séquence de présentation de trois industriels majeurs du domaine de l'espace, Thales Alenia, Space, Astrium et Safran. Et donc, on va commencer par la présentation de Patrick Mottet, qui est donc directeur du segment BSUS, Business Segment Observation and Optics for Sciences, chez Thales Alenia Space. Patrick, la parole est à vous. Merci. Alors, la présentation. Le chaînage a dû être fait. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'École Polytechnique, bonjour et merci pour cette occasion qui nous est donnée de parler de notre métier et de notre passion, parce que ça ne nous a pas échappé, le spatial n'est pas un métier comme les autres. On n'en sort pas indemne, on n'y rentre pas indemne non plus, ça devient rapidement une passion. Donc je fais partie, en ce qui me concerne, du groupe Thales et de la division spatiale de Thales, qui est consacrée au développement de satellites. Et lorsque j'ai reçu cette invitation, on m'a dit il va falloir parler des besoins de l'industrie spatiale en termes de formation et de recherche. Rapidement, je suis arrivé à la conclusion que c'était peut-être un petit peu ambitieux ou prétentieux même de vouloir passer un message définitif sur ce dont a besoin l'industrie en termes de formation. Et je me suis donné comme objectif plus simplement de décrire à la fois la place qu'occupent les satellites dans l'économie et dans la société d'aujourd'hui, et puis de décrire comment l'ingénierie et la recherche fonctionnent au jour le jour dans le développement de ces satellites, avec l'espoir de peut-être susciter des vocations et des réponses en retour à cette attente. Donc voilà le contenu de la présentation. On va d'abord parler donc des applications pour un peu situer à quoi servent les satellites aujourd'hui, situer un peu l'industrie des satellites en Europe, quelle est sa place, quelle est son économie, donner quelques exemples de missions, et puis donner quelques indices, quelques pistes sur la façon de faire de l'ingénierie lorsqu'on développe un satellite, et décrire également la coopération qu'on peut avoir avec la recherche dans toutes les phases amont. Alors, comme l'a très bien dit Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, le spatial a énormément évolué, et s'il a démarré par une sorte de course politique vers l'exploration humaine, de plus en plus, l'espace se retrouve au cœur de la société en termes d'applications concrètes. Que ce soit pour la défense et la sécurité, qui a immédiatement suivi l'exploration, ou la surveillance de la Terre. On parle beaucoup des travaux du GIEC. Il faut savoir que ces travaux reposent très largement sur l'observation satellitaire, et le CNES, à cet égard, a développé des applications qui sont cruciales, comme la surveillance de la montée des océans par des altimètres ultra précis, qui sont une spécialité reconnue au niveau mondial, ou bien encore des applications civiles et purement commerciales, comme les télécommunications, desquelles on ne pourrait plus se passer aujourd'hui. Donc, typiquement, on est en face, donc, en ce qui concerne les satellites, d'un besoin vis-à-vis duquel on ne saurait plus faire marche arrière, puisque ça va couvrir à la fois du business commercial, les télécommunications, Internet pour tous, la télévision directe, la protection des populations ou des biens. Il faut savoir que la météorologie n'est pas, comme l'a dit Jean-Yves Le Gall également, que le problème de savoir quel temps il va faire le week-end prochain. Il y a des études qui ont démontré récemment que le bénéfice pour la société d'un euro investi dans un satellite de météorologie était multiplié par 10, que ce soit en termes de gestion de l'énergie, parce qu'il faut bien stocker l'électricité une fois qu'elle est produite, que ce soit en matière de sécurité ou d'entretien des réseaux de transport. Donc protection des personnes. Et puis la science, puisque le spatial a démontré que les progrès de l'astronomie était multiplié par un facteur important lorsqu'on s'affranchissait des contraintes liées à l'atmosphère,
Et ça a donc permis des progrès fantastiques en termes d'astronomie ou même d'exploration, bien évidemment. Alors, comment se situe l'industrie européenne dans ce paysage mondial dont on a parlé tout à l'heure? Je dirais que, bien sûr, il y a des hauts et il y a des bas dont il faut savoir s'abstraire, mais globalement, l'Europe et la France à l'intérieur de l'Europe restent un acteur majeur, sont un acteur majeur du spatial, avec certaines caractéristiques dont on peut être fier globalement. Il faut savoir que, si on raisonne non pas en termes d'euros par habitant, mais en termes global, le budget consacré aux États-Unis pour le spatial civil représente 5 fois le budget européen, 5 fois. Et le budget consacré aux États-Unis pour le spatial militaire représente 20 fois le budget spatial européen. Donc on voit que il y a quand même, de par la masse, de par le nombre d'habitants, un effet important. Et en dépit de cet effet, l'Europe peut se glorifier d'un certain nombre, et la France plus particulièrement, peuvent se glorifier d'un grand nombre de premières. On a parlé tout à l'heure de Huygens. Huygens détient le record du monde. C'est la sonde qui est allée se poser le plus loin de la Terre au monde. Et j'ai assisté à cet atterrissage, entre guillemets, en 2005. Et c'est vrai que les Américains avaient dépensé beaucoup d'argent pour construire le véhicule qui emportait Huygens. Mais j'ai pu voir dans leurs yeux, et ils l'ont dit d'ailleurs, une forme d'envie. Certes, Huygens était toute petite par rapport au véhicule qu'il avait emporté là-haut, mais ils nous ont dit qu'ils auraient bien aimé en fait réaliser cette sonde et qui a réalisé une première mondiale. Donc bon, globalement, on peut dire que l'industrie française et l'industrie européenne se distinguent par une certaine créativité, une certaine efficacité, compte tenu des effets de masse dont on a parlé. Toujours pour donner une idée de l'économie liée aux satellites, et pour ne parler que de la société que je connais, c'est-à-dire Thales, on représente en gros 7000 employés en Europe, et sur ces 7000, les 2 tiers sont en France, et ça représente un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2 milliards d'euros. Donc ça donne une idée. Bien sûr, on n'est pas sur le même effet que Airbus et les avions, mais on n'est pas loin, et l'industrie des satellites française contribue de façon importante à l'équilibre de la balance des paiements française, car c'est un facteur important d'exportation. Alors, quelques exemples et quelques données économiques également sur ce qu'on fait de nos jours avec des satellites. Je dirais qu'en termes de mission, les télécommunications occupent une place importante, que ce soit d'un point de vue commercial ou pour la défense. La défense a besoin de communications sécurisées, par exemple lors d'interventions sur les théâtres comme au Mali, en Libye ou en général. Ces communications doivent être sécurisées. On observe de plus en plus que, par ailleurs, il y a des tentatives de brouillage sur ces communications. Donc, il faut savoir qu'en France, on est le leader européen pour les communications depuis l'orbite géostationnaire, y compris lorsqu'on parle de télécommunications sécurisées et d'anti-brouillage. Avec ici un exemple qui est le satellite Athéna Fidus, mentionné par Jean-Yves Le Gall précédemment. Et typiquement, on parle pour un système satellitaire de cette envergure d'un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard d'euros, ce qui donne une idée des ressources humaines qu'il va falloir déployer pour mettre à bien en œuvre ce genre de projet. Alors, autre exemple de mission, et là on rentre dans le domaine purement civil et commercial. Vous savez qu'un grand nombre de missions de télécommunications se situent sur l'orbite géostationnaire, à 36 000 km d'altitude. C'est une altitude où le satellite tourne à la même vitesse que la Terre, donc il paraît fixe par rapport à la Terre, ce qui permet effectivement d'avoir des contacts permanents. Il existe une autre forme de télécommunication spatiale qui est basée sur des constellations
Et ces constellations ont quelque chose d'un peu gigantesque. C'est un cas unique ou quasiment unique dans le spatial, en ce sens qu'on est amené à fabriquer en série un très grand nombre de satellites. Et ce contrat Iridium, qui est mentionné ici pour l'exemple, est, de façon très précise, le contrat le plus important jamais signé au niveau mondial en termes de nombre de satellites, puisqu'on a une constellation globale de 80 satellites, 81. Et il faut savoir que là aussi, ça illustre bien la capacité de l'industrie française à créer et à être compétitif, puisqu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'intégralité des appels d'offres pour des constellations de télécommunications qui ont été émises, ces compétitions, par des clients américains, l'intégralité a été remportée par l'industrie française. Ce qui montre bien la capacité de cette industrie à se mobiliser pour des contrats géants, puisque là on parle de quelque chose qui de l'ordre de 2 milliards d'euros, 2 milliards de dollars, pardon, et d'un système complet livré clé en main, donc les 80 satellites livrés en orbite, lancés, avec le système au sol permettant de les contrôler pour fournir une mission clé en main donc à l'utilisateur final. Un autre exemple, qui est également très parlant, c'est la météorologie. La météorologie qui a deux composantes depuis l'espace, une composante en orbite géostationnaire qui permet d'observer de façon permanente l'Europe et donc de surveiller les phénomènes à évolution rapide, puisque là on est donc en visibilité permanente de l'Europe. Et là ce sont les satellites Météosat qui sont réalisés sous maîtrise d'œuvre française depuis 1977, c'est-à-dire depuis leur origine, et qui fournissent de bons et loyaux services, puisque ce sont ces satellites qui alimentent les prévisions que vous pouvez voir à la télévision le soir, mais pas seulement, celles qui également permettent de gérer donc les réseaux de transport ou la génération de puissance électrique. Donc là aussi, une place de leader en France pour ces satellites qui en fait font de l'imagerie ou du sondage atmosphérique. C'est d'ailleurs une des premières au niveau mondial qui est prévue pour 2018 avec ces satellites Météosat. On va pour la première fois réaliser du sondage atmosphérique, c'est-à-dire regarder le long d'une colonne verticale d'atmosphère les caractéristiques de l'atmosphère en termes de pression, d'humidité, de température. Et donc c'est une première mondiale qui est prévue à l'horizon 2018. Le tableau ne serait pas complet sans parler de Galileo. Galileo, c'est le GPS européen. C'est un domaine dans lequel les satellites sont réalisés par nos collègues allemands, qui ont beaucoup investi dans le domaine, mais où l'industrie française est architecte système et est responsable de l'ensemble du segment sol de contrôle et de la performance au niveau donc système. Il faut savoir également que c'est en Europe, en France même, qu'ont été développés des systèmes ultra sécurisés comme EGNOS, qui permettent, en superposant des signaux en orbite géostationnaire avec un signal GPS ou Galileo, de permettre une approche sécurisée aux avions sur les aéroports. Et c'est une première mondiale également réalisée dans le domaine de la navigation. Pour terminer ce tour d'horizon des missions possibles, je parlerai aussi donc de les missions de reconnaissance et d'observation de la Terre, en donnant l'exemple non pas le plus poussé, puisque les performances les plus poussées sont réservées à la défense et on ne peut pas en montrer les applications ici, mais parce qu'elles sont classifiées, mais d'un système extrêmement performant réalisé par le CNES, qui est une mission duale, à la fois pour des applications civiles et de défense. Et là aussi, on peut dire, mais sans l'ombre d'une exagération, que la France est en Europe le leader incontesté de l'observation optique, avec des succès comme Pléiade. Donc on voit ici un exemple de l'instrument optique qui typiquement représente un diamètre de l'ordre de 700 mm et qui permet d'observer au sol
des tailles de 70 à 50 cm dans des longueurs d'onde panchromatiques sur des faisceaux, des bandes au sol de l'ordre de 20 km. Et donc avec quelques exemples de photos donc prises. Ici on voit l'instrument en cours d'intégration dans les salles blanches, avec évidemment des impératifs de propreté extrêmement poussés pour ne pas venir polluer les optiques. Et puis des exemples d'images. On voit ici une image qui bénéficie de l'effet stéréo sur Dubaï. Donc je précise, ce ne sont pas des images classifiées, donc ça donne une idée de ce qu'on peut obtenir en poussant ici l'Orient. Une image de l'Algérie, au-dessus du désert, et puis bien sûr les pyramides. Donc là aussi, un domaine d'excellence pour l'industrie des satellites en France, qui est pionnière et qui est la plus avancée dans le domaine de l'observation optique. Jean-Yves Le Vogel a parlé de la mission Herschel-Planck, pour laquelle effectivement Thales a également été maître d'œuvre. Il s'agit de le plus gros contrat jamais signé par l'Agence spatiale européenne dans le domaine scientifique avec un industriel, et qui a permis d'effectivement conforter la théorie du Big Bang. Et on voit ici l'exploitation des données qui en a été faite et qui permet de tracer dans l'univers global les anisotropies du rayonnement fossile qui subsistent dans l'univers après le Big Bang. Et à partir de cette carte du rayonnement fossile, les scientifiques ont pu, alors là il ne faudra pas trop me demander comment ils ont fait parce qu'effectivement c'est extrêmement complexe, ils ont pu remonter à l'historique depuis le Big Bang et avec une très bonne finesse accéder à l'historique de l'univers depuis sa formation et depuis le Big Bang. Alors, après ces quelques exemples de missions réussies et qui illustrent, à mon avis, la place de l'industrie des satellites françaises au niveau mondial, je voudrais passer un peu à l'aspect ingénierie, sans prétendre dire quels sont les besoins en formation d'une façon définitive, mais au moins illustrer de façon qualitative les différents domaines d'ingénierie qui concourent au développement d'objets complexes comme ceux qu'on a passés en revue dans les diapositives précédentes. Alors, bien sûr, vous imaginez, pour commencer, une ingénierie extrêmement complexe dans le domaine des structures, et principalement des structures ultrastables. Lorsqu'on veut regarder depuis une orbite à 800 km la surface de la Terre en détectant des détails de 50 cm ou moins, il faut bien évidemment des structures ultrastables. Les miroirs dont on parle doivent avoir des qualités de surface d'onde de l'ordre du nanomètre, et donc c'est le lieu de prédilection pour les ingénieurs mécaniciens de haut niveau. Les mécanismes dont on a besoin sont également un domaine d'excellence en termes d'ingénierie, puisque vous imaginez bien que lorsque vous allez lancer votre satellite sous Ariane ou sur n'importe quel lanceur, il n'est pas question de le faire avec des panneaux solaires déployés. Donc, tous les appendices, que ce soit les antennes, que ce soit les panneaux solaires, les radiateurs déployables, sont stockés, repliés de façon extrêmement compacte sous la coiffe du lanceur. Et tous ces appendices qui sont absolument vitaux pour le fonctionnement du satellite en orbite doivent être déployés au moyen de mécanismes complexes, mais qui doivent être absolument robustes et exempts de toute panne en orbite. La thermique joue un rôle important. On verra plus tard que l'environnement spatial est particulièrement exigeant en termes de thermique. La propulsion. Lorsque le lanceur sépare le satellite, le périgée de l'orbite est à 200 km. Pour faire une mission de télécommunication, il faut passer de 200 km à 36 000 km. C'est dire que le sous-système de propulsion, qu'il soit chimique ou électrique, comme il le sera dans le futur, joue un rôle absolument crucial
au niveau de l'ingénierie des satellites, puisqu'il faut embarquer pour de la propulsion chimique pas moins d'à peu près 50% de la masse du satellite en ergol. Donc très grande importance donc, de la propulsion. L'avionique, tous ces satellites sont gérés au moyen de logiciels bord qui doivent évidemment être sécurisés. Et puis le pointage de ces satellites, le contrôle d'altitude doit être entièrement automatisé. Et pour être automatisé, il ne doit pas moins être extrêmement précis. Lorsqu'on parle d'une mission comme Herschel ou Planck, pour la science, on parle de stabilité inférieure à la seconde d'arc sur plusieurs minutes. C'est dire à quel point la moindre perturbation doit être gérée de façon précise. C'est dire aussi comme la mesure d'attitude doit faire l'objet d'attention particulière. Donc c'est un domaine où l'ingénierie intervient de façon prédominante. Les radiofréquences, pour les missions de télécom, jouent un rôle important. Et puis en ce qui concerne les charges utiles, l'optique, le radar sont au cœur des missions. Et pour les ingénieurs, donc opticiens ou radaristes, il y a lieu à donner toute la mesure de son talent pour réussir des missions comme Pléiade ou Jason, puisque ces satellites qui font de l'altimétrie pour le CNES ont permis de lever le doute qui subsistait sur l'augmentation du niveau des océans et à mesurer donc la surface des océans à une précision de l'ordre du millimètre, depuis des orbites situées à 800 km ou 1200 km d'altitude. Donc c'est dire le niveau de précision requis pour ce type de charge utile. Alors, on a balayé l'ensemble des disciplines en termes d'ingénierie qui sont nécessaires pour développer un satellite, mais on n'aurait pas tout dit si on ne parlait pas des principales contraintes. Parce que cette ingénierie dont on vient de parler, c'est une ingénierie sous contrainte. On ne fait pas un satellite comme on construirait par exemple une automobile, sans vouloir dénigrer l'industrie automobile par ailleurs, mais le problème n'est pas du tout le même. Pourquoi ? Eh bien, d'abord pour des questions d'environnement. L'environnement rencontré par un satellite, que ce soit au moment où il est dans l'espace, au moment où il est sur son lanceur, sont des environnements extrêmement agressifs. On donnera quelques exemples plus tard. Et lorsqu'on dimensionne le satellite, on essaye d'avoir les technologies les plus poussées, mais ça ne suffit pas. Il faut également garantir qu'elle soit extrêmement robuste, faute de quoi on est passé à côté de sa mission. Donc premier driver, donc l'environnement, que ce soit spatial ou lanceur. Seconde contrainte, lorsqu'on conçoit un satellite, comme vous pouvez l'imaginer, un opérateur qui va investir 500 millions d'euros ou parfois 1 milliard d'euros dans un satellite n'est pas prêt à admettre d'interruption de la mission. Lorsque vous regardez votre match de télé à la télévision, si le satellite commence à trembloter, vous êtes le premier à pester et vous avez bien raison. Donc les pannes sont interdites, les interruptions de mission sont interdites et les durées de vie sont absolument spécifiées sur des durées pour les télécommunications qui vont maintenant de 15 à 18 ans en orbite sans panne. Et puis, à la différence d'une automobile, bien sûr, il n'est pas question d'aller réparer en orbite. On a tous admiré les astronautes allant réparer le télescope Hubble. Mais là, il s'agit un peu d'un succès, d'un très grand succès, mais d'un succès en trompe-l'œil. Parce que cette réparation en orbite n'était possible que parce que le satellite Hubble était sur la même orbite que la navette. Et cette orbite n'est pratiquement jamais utilisée pour la plupart des missions. Donc la réparation en orbite des satellites, ce n'est pas pour demain, c'est peut-être pour après-demain, mais au jour d'aujourd'hui, la contrainte, c'est de faire des systèmes fiables et sans nécessité de réparation. Les opérations doivent être autonomes, c'est-à-dire que le satellite, à part évidemment les satellites géostationnaires qui sont en visibilité permanente, mais tous ceux qui sont en orbite basse vont rentrer en contact avec la Terre, je dirais de l'ordre de 10 à 20% du temps. Le reste du temps, ils sont hors de portée des stations de contrôle, et donc ils doivent avoir un fonctionnement parfaitement autonome, que ce soit pour prendre des images ou pour remplir leur mission scientifique, ils doivent le faire de façon entièrement autonome. Donc, troisième contrainte de l'ingénieur qui s'attaque au développement du satellite. Quatrième contrainte, le lanceur coûte cher.
Le lanceur est une denrée rare. Il faut savoir que typiquement, le coût du lanceur représente le même ordre de grandeur que le coût du satellite. Et de façon évidente, la masse et le volume disponible sur le lanceur sont très contraints. Donc tout ça passe par une miniaturisation, une optimisation des volumes et des masses. On ne peut pas développer un satellite sans se soucier de son volume et de sa masse. On a parlé du coût. Je ne reviendrai pas dessus. Il est évident que pour un opérateur, investir sur un satellite qui va durer 15 ans une somme de l'ordre de 500 millions à 1 milliard d'euros et ne voir son investissement amorti qu'au bout de la moitié de la durée de vie, par exemple, c'est-à-dire au bout de 10 ans, c'est une contrainte forte. Et donc, dans la compétition internationale, la minimisation des coûts est un impératif absolu. Et puis, pour terminer, une des caractéristiques du boulot de l'ingénieur dans le domaine des satellites, et ça c'est une chose qui explique un peu la passion avec laquelle ce travail est effectué, c'est qu'il y a très peu de grandes séries. L'ingénieur qui s'affronte avec le développement d'un satellite, en général, parle d'une feuille blanche ou quasi blanche. On a bien sûr des lignes de produits, à partir duquel on peut avoir des variantes. Mais il y a toute une gamme de missions pour lesquelles on part d'une feuille blanche et on crée un groupe de projets, alors 20, 30 personnes, l'équipe grandit au fur et à mesure que le projet avance. Mais ces gens-là partent d'une feuille blanche et ont tout à inventer pour répondre à un cahier des charges donné par un scientifique ou par un opérateur. Et donc, si on devait essayer de résumer, tant bien que mal, les caractéristiques du boulot d'ingénieur dans le domaine des satellites, on voit se dessiner deux grandes catégories, de grandes demandes, à la fois des spécialistes de très haut niveau dans chacune des disciplines qu'on a identifiées, mais également le besoin d'ingénieurs systèmes, c'est-à-dire de gens qui connaissent aussi bien la thermique que l'avionique, que les radiofréquences, parce que quand on est en phase amont et qu'on part de sa feuille blanche, on ne peut pas lancer 1000 ingénieurs pour faire tous les calculs et comparer une solution A par rapport à une solution B. Il faut des ingénieurs qui ont une culture système, qui connaissent un peu tout sur tout, et capables de trouver l'optimum rapidement entre une solution A et une solution B. Donc deux grandes catégories d'ingénierie, les spécialistes et les ingénieurs système. L'ingénieur système est une denrée rare, si je peux dire, ou en tout cas quelqu'un d'extrêmement précieux. Et dans l'industrie, il est assez habituel de faire tourner de jeunes ingénieurs quand ils arrivent dans l'ensemble des disciplines pour justement acquérir cette culture système et cette capacité à optimiser en phase amont les systèmes du futur. Rapidement, je ne voudrais pas abuser de mon temps de parole, mais quelques illustrations de ces contraintes auxquelles est confronté l'ingénieur. Donc ici, quelques ordres de grandeur. Pour un satellite, ici, on voit un satellite de télécommunication avec ses panneaux solaires et ses antennes. Donc, si vous réfléchissez, votre voiture, elle va durer de l'ordre de 3500 heures. Ça dépend de la vitesse moyenne à laquelle vous roulez, mais bon, 3500 heures à 50 km/h, ça fait déjà pas mal de kilomètres. Un satellite en orbite, c'est 130 000 heures. Et il n'y a pas de garage. Il n'y a pas de mécano. Donc ça donne une ordre et si ça tombe en panne, c'est un très gros problème. C'est-à-dire que le client va plus vous voir une deuxième fois. Et on parle d'une durée de vie de l'ordre donc de 15 à 18 ans. Donc ça illustre bien le problème. On a parlé de thermique. Bon, quelques ordres de grandeur tout bêtes, très simples. Dans l'espace, les cyclages thermiques vont de moins 150 à plus 150 degrés. Et bien sûr, il n'y a pas de convection dans l'espace. On doit se fier à la radiation pour la régulation thermique. Les éclipses, quand le satellite passe en éclipse, ou qu'il est soumis à un phénomène d'ombrage, par exemple au niveau du panneau solaire, il y a des gradients thermiques qui sont absolument dramatiques et qui font donc le délice de l'ingénieur thermicien. Et par contre, on voit qu'avec des moyens assez simples, on peut avoir des solutions, puisque une simple boule exposée à l'environnement spatial, suivant sa couleur, qu'elle soit dorée, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, peut avoir des températures très différentes de moins 100 à plus 170 degrés. Donc on imagine un peu toute l'astuce que peut déployer l'ingénieur thermicien pour maintenir tant bien que mal
les températures des appendices exposés à l'environnement spatial dans des gammes acceptables. Du point de vue mécanique, on a parlé de la phase de lancement. La puissance dégagée la puissance d'un Ariane 5 au lancement, c'est 17 gigawatts. Ça donne une idée de la problématique. Une turbopompe Vulcain, c'est 2 fois un TGV. Le bruit acoustique dégagé par Ariane au lancement suffirait pour tuer quelqu'un sans protection. Et pour l'atténuer, on a besoin de cascades d'eau en très grande quantité pour atténuer le bruit acoustique. La séparation de la coiffe génère des chocs qui peuvent aller jusqu'à quelques milliers de G. Le G étant l'accélération de la pesanteur, bien sûr. Et pour un ingénieur, il faut savoir que simuler ces chocs reste encore à l'heure actuelle un challenge lorsqu'on parle des effets à haute fréquence au-delà de quelques centaines de hertz. Donc là aussi, il y a matière à de l'ingénierie mécanique de haut niveau. Les électriciens ne sont pas en reste, parce que l'environnement est également soumis à des effets de radiation extrêmement agressifs, que ce soit du point de vue des doses intégrées, qui viennent faire vieillir les électroniques, ou même les ions lourds ou les électrons, qui peuvent créer des basculements de logique à l'intérieur des électroniques, et donc des interruptions de mission. Donc, autre exemple. Et le tableau ne serait pas complet si on ne parlait pas des effets de décharge électrostatique. Il faut savoir qu'il y a encore peu de temps, puisque en 1994, on a eu le cas de 2 satellites canadiens, on n'avait pas totalement maîtrisé ni compris les effets de décharge électrostatique entre une phase d'un satellite et une autre. Et pendant des orages électromagnétiques, on a eu des interruptions sur ces satellites canadiens qui sont ANIC E1 et E2, qui ont conduit à des interruptions de mission pendant plusieurs jours. Même chose avec d'autres satellites comme Tempo et Galaxy, qui sont des satellites relativement récents. Et dans le cas de Galaxy, on crée des interruptions qui ont été récupérées après 8 mois d'interruption. Donc on voit que cet espace qui fait rêver est également un milieu extrêmement hostile et qu'il faut maîtriser lorsqu'on déploie les efforts d'ingénierie pour concevoir un satellite. Alors ça explique beaucoup des interrogations suscitées auprès des ingénieurs qui arrivent dans le domaine du spatial. Certains s'étonnent de ne pas voir les toutes dernières technologies qu'on vient juste de mettre au point au sol embarquées dans l'espace. La raison elle est toute simple, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir la meilleure des technologies, il faut la qualifier par rapport à l'environnement spatial pour pouvoir répondre à l'attente des utilisateurs. Il ne suffit pas d'être performant, il faut également être robuste. Donc voilà pour ce qui concerne l'ingénierie. Alors quelques mots concernant la recherche maintenant. Oui, je vais essayer d'être bref. Donc la recherche, je dirais qu'aucune de ces réalisations ne serait possible sans recherche. Et on fait de la recherche dans l'industrie des satellites. Chez nous avons par exemple, indépendamment des ingénieurs à part entière, nous avons 20 chercheurs dans le domaine des télécoms et une vingtaine de chercheurs également dans le domaine de l'optique avancée. Et des coopérations multiples avec les labos scientifiques. Donc dans les domaines qu'on a déjà cités, donc je ne vais pas abuser de mon temps de parole, mais il faut savoir que dans les domaines où les technologies sont émergentes, la recherche est absolument nécessaire. Alors, exemple de recherche dans le domaine des télécommunications. Donc, charge utile conventionnelle, ici, avec une charge utile conventionnelle. Je crois que j'ai abusé de mon temps de parole. Donc on va de plus en plus vers des réallocations dynamiques de fréquences. Et donc un exemple de recherche en télécommunication avec donc à la fois des processeurs transparents à bord, des répéteurs opto micro-ondes et des antennes formées
à forme apériodique. Merci, c'est gentil. Alors, autre domaine où la recherche est absolument importante, c'est l'optique. L'optique spatiale, on va de plus en plus vers des optiques de très très grande dimension. Typiquement, on a des miroirs qui vont entre 1 et 2 mètres, ce qui dans le domaine du spatial est énorme, sachant que les masses doivent être minimisées. Produire un miroir de cette taille, ça veut dire entre 1 et 2 ans de développement. Il ne s'agit pas de faire un miroir uniquement performant, il faut qu'il soit léger. Parfois, il a la forme d'une vraie dentelle. Et donc, pour mesurer les performances de ces miroirs au sol, on est obligé de développer des techniques extrêmement poussées, comme par exemple la mesure de performance par diversité de phases et les méthodes de sous-pupille qui permettent d'accéder aux erreurs de front d'onde de ces miroirs extrêmement sophistiqués. Autre domaine, exemple de recherche, compte tenu des tailles d'optique auxquelles on arrive, le futur s'oriente de plus en plus vers des optiques actives. Donc, au lieu de se fier uniquement à la stabilité passive de ces miroirs, on va vers des miroirs compensés de façon active, avec des mécanismes à plusieurs degrés de liberté, permettant de contrôler au niveau d'un miroir secondaire les déformations d'un très grand miroir primaire, entre 1 et 2 mètres, qu'on ne cherche plus à stabiliser passivement, mais qu'on cherche au contraire à contrôler au moyen de son miroir secondaire. Deuxième exemple de recherche. Donc, pour illustrer cet effort de recherche au niveau industriel, on peut mentionner par exemple qu'il y a actuellement 50 thèses, de l'ordre de 50 thèses actives en cours au niveau Thales, dans le domaine des satellites uniquement, avec des coopérations avec pas mal de labos en France, comme par exemple l'Université de Limoges, TESA, l'Institut de recherche de Toulouse, évidemment, et puis le réseau Pégase pour les universités de l'aéronautique et de l'espace. Alors la coopération avec les labos se fait de façon assez complémentaire par rapport à ce qui se fait avec les agences, comme l'ESA, le CNES ou la DGA. Les labos vont intervenir sur le développement de nouvelles technologies. On voit ici en bas de la diapo ce qu'on appelle les TRL, c'est les Technology Readiness Level. Et donc sur les technos émergentes, on va faire appel à ces laboratoires, et puis les agences vont prendre le relais lorsqu'il s'agira de les qualifier par rapport à l'environnement spatial pour aller vers les TRL supérieurs. Donc voilà en ce qui concerne ma présentation. Désolé pour l'extinction de voix en fin de parcours. J'espère avoir suscité quelques vocations, et puis je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu avoir. Merci. Même si vous n'avez pas directement adressé les besoins en formation, je crois qu'ils seront naturellement implicites dans la description que vous avez faite des activités de R&D. On a le temps peut-être pour une toute petite question compte tenu de l'horaire. Je vois que Pauline me fait suivre. Pas du tout. Une question. Oui, juste une question. On parle beaucoup de propulsion électrique pour les satellites. Est-ce que vous pensez d'une part que ça va se généraliser, et est-ce que d'autre part ça peut avoir des conséquences sur la masse des satellites? Est-ce qu'ils vont rester à la même masse et emporter plus de charge utile, ou plutôt s'alléger? C'est effectivement une question qui est au cœur des débats actuels. Je pense qu'effectivement la propulsion électrique est appelée à avoir beaucoup d'avenir dans le domaine des satellites, puisqu'elle a une impulsion spécifique incomparablement supérieure à celle de la propulsion chimique. Le prix à payer, effectivement, c'est celle de manœuvres beaucoup plus longues. Donc il va falloir trouver un compromis entre la durée de ces manœuvres et l'avantage procuré par l'impulsion spécifique. Concernant la masse des satellites, je dirais qu'elle ne dépend pas uniquement de la propulsion, elle dépend aussi du lanceur. Et on va avoir deux solutions possibles. On observe déjà cette tendance chez les grands opérateurs. Soit effectivement des satellites plus légers
Et donc, à ce moment-là, pour occuper tout le lanceur, des lancements multiples. Ou alors, lorsque on est en difficulté pour trouver des copassagers, ce qui arrive assez souvent dans le cas de lanceurs à capacité multiple, la tendance sera au contraire d'utiliser toute la capacité lanceur en augmentant la proportion de charge utile par rapport à la masse de servitude, c'est-à-dire les électroniques et la propulsion. Donc on va avoir ces deux tendances, et je pense qu'il n'y en aura pas une qui gagnera par rapport à l'autre, on aura les deux qui subsisteront en parallèle.